Bon, bonjour à tous. Donc, je vais essayer d'adapter ce que un peu Claude a dit justement au domaine à mon domaine qui est le domaine de la dermatologie vétérinaire. Donc moi, je présente ici la déclaration de conflit d'intérêts qui, je vous rassure, n'aura pas d'influence sur les propos de cette présentation. Présentation qui, globalement, est le fruit des débats que nous avons eus au sein du conseil scientifique du GEDAC à l'automne dernier, qui, fort opportunément, était consacré à la e-santé et la dermatologie, et qui a permis de dégager trois grands axes en dermatologie, qui sont l'évaluation du prurite, la télédermatologie et les applications à base d'intelligence artificielle. Alors, on verra qu'on dispose, et on disposera encore dans l'avenir de plus d'outils qui sont principalement les trackers d'activité, les sites web dans leur ensemble et les nombreuses applications pour mobile. Alors, commençons par ce qui est l'indication principale de la e-santé en dermatologie, qui est l'évaluation du prurite. Alors, vous savez que ce prurite peut se manifester de différentes manières, soit par du grattage, soit par du léchage, du mordillement, par un secouement de la tête, notamment lors d'otite, et tout ceci peut même avoir une répercussion sur la qualité du sommeil. Ce prurite, en dermatologie vétérinaire en particulier, on le mesure principalement par des échelles, et une échelle en particulier qu'on appelle des échelles visuelles analogiques, comme vous avez celle-ci à droite, qui sont validées et qui en fait, si on prend celle-ci, vont par exemple de 0, qui est pas de démangeaison du tout sur le chien, jusqu'à 10, où ça va être un prurite très sévère qui ne diminue pas lors de la nuit ou lors de changements d'environnement. Et donc, le propriétaire ou le vétérinaire vont pouvoir ainsi grader le prurite de façon la plus objective possible. Et il se trouve qu'on espère que maintenant, on puisse, de façon plus fine ou plus connectée, puisque c'est la journée, évaluer ce prurite, notamment grâce aux trackers d'activité. En effet, ces trackers d'activité seraient capables, on va dire, d'identifier, de différencier et de quantifier ces fameuses activités que sont le grattage, le léchage, le mordillement, le secouement de la tête, et de donner des valeurs de qualité de sommeil et même de qualité de vie. Alors, comment ça fonctionne plus précisément ? Eh bien, l'objet connecté, le tracker, en l'occurrence en vétérinaire essentiellement des colliers connectés, à l'instar de ce qu'on a comme pour les montres connectées chez l'homme, eh bien, ce tracker va émettre des signaux, le plus souvent dans au moins 3 axes, et ces signaux vont permettre d'établir des courbes, Claude en a parlé. Ces courbes, dites courbes d'activité, sont des courbes en fonction du temps, et pour qu'il y ait un intérêt, ces courbes vont ensuite être validées, vont être comparées et mises en correspondance avec des comportements qui sont observés, alors le plus souvent grâce à des vidéos, et ainsi on va pouvoir justement mettre en correspondance les choses. Donc, par exemple, à droite, vous avez un chien qui secoue la tête, et en même temps, vous voyez la forme du signal qui est émise lors de cette activité. En dessous, c'est la même chose avec un chien qui se lèche. Et donc, en répétant ces comparaisons comportement observé et signal émis, on va petit à petit affiner et fiabiliser cette correspondance entre signal et comportement. Et par exemple, dans une étude récente, en 2018, sur plus de 300 chiens, Griffiths a pu montrer une signature globale d'une forme de signal qui correspondait à gauche à un chien qui court, un chien qui se gratte ou un chien qui se secoue la tête. Et ensuite, les développeurs vont essayer de rendre ces données, ces courbes, plus visuelles, plus parlantes, en les transformant en des courbes, en des schémas, en des scores qui vont être plus parlants et pour le vétérinaire et pour le propriétaire. Donc vous avez par exemple en bas à droite, c'est issu du collier animaux, donc avec une application qui permet de voir sous
forme d'un histogramme, le grattage du chien tout au cours d'un mois. Et vous voyez, il y a une poussée un peu plus importante sur une des journées en janvier, c'est le 1er janvier 2019. On voit qu'on aurait, encore une fois, ça reste à valider, une poussée du grattage de ce chien. Et à gauche, c'est sous forme de courbe, là c'est avec le collier Jaeger-Lewis. Et en fait, ce que vous voyez en courbe bleue, c'est sur une journée, là c'est la journée du 19 janvier, donc assez récente, vous avez les moments où le chien va se lécher. Donc finalement, on voit que ces trackers auraient quand même de nombreux intérêts. On vient de le dire, pour objectiver le prurite, donc en donnant des données chiffrées, en donnant des courbes, ce qui permet d'être plus parlant ou permettre un suivi, de catégoriser le prurite, est-ce que c'est plutôt du léchage, du grattage, du mordillement, qui peut peut-être avoir un intérêt dans le diagnostic et peut-être aussi dans le choix thérapeutique. Mais je pense que le plus intéressant pour l'instant, c'est dans l'aide que peuvent apporter ces trackers dans l'évaluation de l'efficacité, par exemple, des antiprurigineux. En effet, si vous voyez par exemple ce chien en haut à gauche, qui est un bulldog atopique, le 15 janvier, on voit son activité de léchage, qui est quand même assez intense et répétée. Et ce même chien, 3 jours après avoir eu au premier jour de l'oclacitinib, de la POCL, on voit une diminution nette des signaux émis, donc on va dire de son léchage. Et donc on imagine bien l'intérêt pour des essais cliniques, et en particulier pour des sociétés pharmaceutiques, d'avoir un tel outil pour démontrer l'efficacité de leurs médicaments. Ça peut être intéressant aussi dans la prévention des récidives pour détecter plus précocement des activités de prurite qui ne seraient pas remarquées par les propriétaires parce que c'est la nuit ou parce que c'est lorsqu'ils sont absents. Et pourquoi pas même en dépistage, de mettre des colliers connectés sur des chiots prédisposés à la dermatite atopique et qui permettraient peut-être de détecter précocement, là encore, des signes avant que les propriétaires s'en rendent compte. Et le tout, évidemment, permettant aussi, puisque le prurite, c'est un critère qui peut être évalué dans le score de qualité de vie. Donc voilà un autre intérêt de ces trackers. Mais évidemment, il y a des limites. Il y a des limites techniques, et il y a des limites surtout de validation. Alors, il se trouve qu'elles ne sont pas légion, mais il y a des études validant certains trackers d'activité dans le prurite. Vous en avez 3 ici. Une qui est assez ancienne, 2006, donc vous voyez quand même il y a quelques temps, où Tim Nuttall, en Angleterre, a montré avec un collier que, en gros, il y avait une augmentation sur les chiens atopiques de l'activité entre des phases d'exercice. Donc en l'occurrence, c'était au moment où les chiens se grattaient. Donc c'était une façon indirecte de démontrer du prurite. Griffiths, je vous en ai parlé tout à l'heure, sur 361 chiens, a démontré que le Vetrax, c'est ce qui est content, était capable, effectivement, avec une bonne sensibilité et une très bonne spécificité, de détecter le grattage ou le secouement de la tête. Et puis une autre étude aussi en 2008, sur 6 chiens atopiques, toujours avec le Vetrax, où là, on a montré aussi une bonne corrélation entre des scores par le collier et des scores vétérinaires et propriétaires sur des chiens avant prise d'aliments et suite à la prise d'un aliment, en l'occurrence l'Alderm Défense, puisque c'était une étude pilotée par Hills. Et puis vous avez actuellement, je pense que vous savez, une étude en cours menée par SantéVet sur la France, avec 500 colliers, avec plusieurs programmes, dont un programme de dermatologie, où là, on étudie le prurite chronique sur 1 mois. Et on va, là encore, un des objectifs, c'est de voir s'il y a une corrélation entre les scores que vont donner les colliers et les scores de prurite que les propriétaires vont établir tous les jours pendant les 28 jours, et le vétérinaire à J0 et à J28. Ça, c'était le premier item. Le deuxième item, ça va aller un petit peu plus vite, c'est la télédermatologie, qui par définition est l'envoi de commémoratifs et de photos par ordinateur ou téléphone, un dermatologue qui va établir ou proposer un diagnostic. Donc ça, c'est intéressant, en particulier chez l'homme, parce que ça permet de pallier la pénurie de spécialistes et la désertification médicale, donc de réduire le coût des transports, améliorer le diagnostic puisqu'on fait appel à un spécialiste, et éventuellement orienter en cas d'urgence dermatologique, brûlure, accident médicamenteux par exemple. Hop, ça n'avance pas. Voilà.
Cette télédermatologie, elle a montré un très très grand intérêt dans la cancérologie cutanée chez l'homme, et en particulier dans le diagnostic du mélanome. Chez l'animal, elle est déjà en marche avec en particulier une mise en communication vétérinaire généraliste, vétérinaire spécialiste. C'est la notion de deuxième avis avec les plateformes Pronosia et WizVet. Et puis, des débuts qui sont entre un client et son vétérinaire, Céline Kivet. Après, la possibilité pour un spécialiste, en l'occurrence là un dermatologue, d'avoir un contact avec un client qui n'est pas son client habituel. Là, on l'a dit tout à l'heure, il y a des contingences ordinales qui peuvent intervenir. Pour autant, ce type de téléconsultation client et spécialiste existe déjà en Europe. Là, vous avez l'exemple du Virtual Vet Derms qui a 3 minutes, c'est bon, qui existe aux États-Unis, qui fait en Angleterre et qui fait intervenir des diplômés européens en dermatologie. Je dirais rapidement quelques mots sur l'intelligence artificielle, donc, qui fait appel au réseau de neurones et qui va donc entraîner un apprentissage par une machine grâce à un grand nombre d'images. Exemple là encore du mélanome, où vous avez des banques d'images très nombreuses, 100 000 à 130 000 images, qui ont permis à au réseau de neurones de déterminer une signature numérique du mélanome. Et résultat, vous voyez que l'IA est meilleure que 58 dermatologues pour reconnaître un mélanome. À 95%, le diagnostic est correct contre 87% pour les dermatologues. Et on a une autre étude qui montre les mêmes choses, mais là, ici, pour distinguer les mélanomes malins ou bénins, et pour 21 dermatologues. Et là, c'est un exemple d'application qui utilise l'IA, où les gens vont faire une photo de leur lésion avec des commémoratifs, et l'application va leur proposer un diagnostic. Chez les animaux, l'IA, pour l'instant, en dermatologie, paraît quand même fortement limitée par la nécessité d'un grand nombre d'images. Donc ça, c'est quand même limité en dermatologie vétérinaire, par la grande variabilité clinique. Si on regarde, par exemple, le mastocytome, il y a une très grande polymorphisme clinique, donc on n'aura pas une uniformité des images. La présence de poils est aussi un autre écueil. Et puis le coût prohibitif, parce qu'on a besoin de calculateurs extrêmement puissants. 2 derniers mots sur les 2 dernières choses, qui sont les applications. Elles sont très importantes chez l'homme. Vous voyez qu'on a 526 applications de dermatologie en août 2017 avec une croissance de plus de 80%. Ces applications permettent de vulgariser, de comprendre certaines dermatoses, dermatoses atopiques, psoriasis par exemple, d'améliorer l'éducation thérapeutique. Et pour les médecins, elles permettent de mémoriser les données et d'avoir un suivi qui va être plus efficace. On a les mêmes intérêts chez l'animal. En revanche, le problème, c'est qu'il y a une offre qui est extrêmement limitée, globalement limitée quasiment à l'application Atopy Index qui a été développée par Hills et qui correspond en gros au score KDSI de la dermatite atopique, et se pose donc là aussi le problème de l'indépendance de ces applications. Dernier point, les sites grand public. Ce sont essentiellement des sites d'information développés par les dermatologues. Vous avez le blog des spécialistes français en dermatologie ou par des laboratoires, mais qui sont essentiellement des sites d'information au grand public. Et vous avez un site principalement professionnel ouvert aux vétérinaires qui est Dermavet de William Bordeaux, où là vous avez une bibliographie très exhaustive et de nombreux cas cliniques. Donc au final, la dermatologie, ou la e-dermatologie, c'est pour moi un domaine qui doit être privilégié dans la e-santé, puisqu'on a des lésions qui sont directement visibles, on a des paramètres mesurables, la taille des lésions, les scores de prurite ou lésionnels, mais on n'en est encore qu'au balbutiement, puisqu'on ne dispose que de très peu d'outils, des colliers, quelques applications, des sites web qui sont essentiellement informatifs. Mais il est évident que la télémédecine, on va le dire toute cette journée, elle est pour demain et ça va se développer. En revanche, pour ce qui est de l'IA, je pense que le coût et la nécessité d'images en grand nombre est un facteur extrêmement limitant. Je vous remercie de votre attention.